D'abord, je veux revenir sur la situation de la deuxième vague de la pandémie. On le sait, on a eu une deuxième vague qui a commencé en septembre surtout, et on a atteint assez rapidement là, 1000 cas à peu près par jour. On a mis en place des mesures dans les zones rouges. On a réussi pendant un certain temps à stabiliser autour de 1000. Même il y a des journées, on était en bas de 1000. Donc, on avait vraiment l'espoir que ça allait continuer de descendre. Malheureusement, en novembre, on a eu une deuxième montée de la deuxième vague et on s'est rapidement retrouvé pendant quelques jours à peu près à 1300 cas par jour. Puis là, hier, aujourd'hui, tout près de 1500 cas. Évidemment, comme on l'a déjà expliqué, il y a comme 3 étapes. Il y a des cas, après, il y a les hospitalisations quelques semaines après, puis ensuite, il y a les décès. Si on regarde les hospitalisations, le 1er octobre, on avait 285 personnes qui étaient hospitalisées. Le 1er novembre, on était rendu à 499, puis aujourd'hui, on est rendu à 737. Donc, on peut penser qu'avec la récente hausse des cas, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. On vous l'a déjà dit, la situation dans certains hôpitaux est fragile. On atteint presque la limite de ce qu'on est capable de faire. Donc, la capacité n'est pas infinie. Puis évidemment, là où on a le plus grand défi dans les hôpitaux, c'est le personnel. Les infirmières auxiliaires. On aura beau rendre le nombre de lits qu'on a besoin, l'augmenter un peu partout. Il reste que on n'a pas un personnel là qui est à l'infini. Donc, en plus, la pandémie est là depuis 9 mois. Donc, on a du personnel qui est fatigué, je dirais même très fatigué. On est même rendu à 6600 employés qui sont soit en congé de maladie, soit en retrait préventif. 6600, c'est moins que la première vague, mais c'est quand même beaucoup. Quand on regarde les décès, bien, on a eu à peu près la même progression. Le 1er octobre, on avait 9 décès en moyenne par jour. 1er novembre, on était rendu à 20 décès par jour. Puis là, bien, aujourd'hui, on a 30 décès. Il faut relativiser, là, c'est 80% moins que ce qu'on avait au moment du pic de la première vague. C'est surtout, il y a une baisse d'à peu près 80%, même dans les CHSLD, c'est 90% de baisse des décès, mais il faut tous convenir que 30 décès, c'est 30 personnes qu'on a perdues. C'est quand même grave. Évidemment, la seule consolation qu'on peut peut-être avoir, c'est quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Bon, hier, on a continué de battre des records. D'abord dans le monde, 635 000 nouveaux cas, 12 300 nouveaux décès. Aux États-Unis, plus de 200 000 nouveaux cas, 2 800 nouveaux décès. Ça, si on fait une règle de 3, là, toute proportion gardée, c'est plus du double de ce qu'on vit ici au Québec. Donc, quand même, le bon côté des choses, c'est que les efforts qu'on a faits ici au Québec nous ont permis de ne pas aller voir une augmentation aussi exponentielle que ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Donc là-dessus, moi, je veux remercier les Québécois, vous dire, vos efforts ont quand même donné des résultats. Donc, quand on regarde la situation, bien, on est obligé de se rendre à l'évidence. C'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d'ici Noël. C'est pas réaliste. Et, je le répète,
on doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. Il faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec, qui veut regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père, avec les conséquences possibles qu'on connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Donc, ça veut dire que dans les zones rouges, ça ne sera pas permis d'avoir des rassemblements de plus que les gens qui sont à la même adresse. Je vous rappelle, par contre, que déjà, c'est permis pour une personne d'aller visiter une personne seule. Donc, si on pense à sa mère, à son grand-père, les Québécois ont le droit d'aller visiter seul. Donc, il faut que le visiteur soit seul ou la visiteuse. Ils ont le droit d'aller voir. Puis même, je demande à tous les Québécois d'aller visiter des personnes qui sont seules. C'est dur. La pandémie, c'est encore plus dur dans le temps des fêtes d'être seul. Donc, allez une personne à la fois, visiter les personnes seules. Évidemment, faites attention. Ça veut dire quoi? Bien, portez un masque, restez à 2 mètres, puis idéalement, restez pas trop longtemps. Je veux aussi préciser que la décision, aujourd'hui, c'est une décision gouvernementale. Donc, ce n'est pas une demande de la santé publique. C'est nous, hier soir, qui avons pris cette décision en se disant faut être réaliste, faut protéger notre personnel. Évidemment, étant donné que c'est une mesure qui est plus restrictive, la santé publique est quand même d'accord avec cette proposition-là. Bon, je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois, Québécoises qui doivent être déçus de l'annonce. Des gens qui voulaient voir leur famille, voulaient voir leurs amis. Honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit, là, c'est que le virus, il est pas mal présent dans toutes les régions du Québec. Il est en forte hausse et il est dangereux. Il y a des conséquences qui sont graves. Bon. L'autre chose que je veux dire, je réalise très bien que la décision qu'on prend aujourd'hui, c'est une décision qui est différente de ce qu'on vous a dit il y a 2 semaines. Je comprends ça, là, et c'est un peu comme ça depuis le début de la pandémie. Les informations évoluent, puis on essaie de s'ajuster en prenant les meilleures décisions. D'ailleurs, je vais en profiter pour prendre 1 minute pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, de dire que je me donne une note parfaite là, pour la gestion de la crise. Je ne me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Ce qui est arrivé, j'aurais peut-être dû avoir plus d'expérience. Je vois des journalistes ici. C'est vrai que la question vient souvent dans les entrevues. C'est quoi votre bon coup? C'est quoi votre mauvais coup? J'aurais dû me préparer une réponse pour le mauvais coup. Bon, là, je pourrais vous dire que si c'était à refaire, j'ouvrirais pas la porte à 2 jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, bon, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore. Donc, ça évolue très rapidement, mais je veux juste vous dire, là, je suis pas le genre de gars à penser qu'il est parfait, là. Comme on disait dans le temps, les plus vieux vont s'en rappeler, comme Réal Giguère, mais je me remets en question à peu près à chaque nuit. Je me demande est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Puis j'en parle avec Christian, avec la santé publique, avec les gens qui sont autour de moi. Là, c'est pas une science exacte. Puis je veux rassurer tout le monde. Là, je considère pas que je suis parfait. Là, loin de là. Mon épouse voudrait vous en ajouter là-dessus. Donc, ce que ça veut dire,
c'est que cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille. Il faut essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. Donc, quand on a une couple d'années de plus, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petites siestes, des sommes, comme on dit, dans l'après-midi après le repas. Lire des livres, toutes sortes de livres, et faire des Zooms, des Teams, s'appeler au téléphone. Mais ça va être un Noël tranquille et je pense que c'est important de le garder comme ça. Pour ce qui est des demandes que j'avais faites il y a 2 semaines aux entreprises et aux écoles, de dire, bien, une semaine avant, une semaine après Noël, donc du 17 décembre au 4 janvier, est-ce que c'est possible d'avoir moins d'activités, du télétravail, de l'enseignement à distance? On va garder ces mesures-là. Je pense que l'idée, c'est d'arriver au mois de janvier dans le meilleur état possible, donc de tout faire pour casser la vague. Donc, on ne changera pas ces mesures-là. En terminant, je veux dire un mot sur un travail exceptionnel qui a été fait par des représentants de tous les partis politiques sur une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Bon, c'est une idée qui avait été portée depuis plusieurs années par Lise Lavallée, la députée de Repentigny. Lise est allée sur la commission Laurent, on l'a remplacé par Yann Lafrenière, qui, quand il est devenu ministre, on a remplacé par Lucie Lecourt. Mais il y avait des représentants, là, puis vous avez peut-être entendu les discours de tout le monde ce matin. Moi, je trouvais ça très touchant parce que c'est un sujet où les gens ont travaillé de façon non partisane, de façon constructive. Et puis maintenant, bien, ça va être le rôle de Geneviève Guilbeault de mettre en application les recommandations de cette commission. Donc, je veux assurer tous ceux qui ont participé à cette commission-là, ça ne sera pas tabletté, il va y avoir des actions, puis c'est Geneviève Guilbeault qui va être en charge de ça. Par ailleurs, il va y avoir aussi cet après-midi, vous vous rappellerez, j'avais demandé à Isabelle Charret de mettre en place un certain nombre d'actions pour protéger les femmes qui sont violentées. Donc, cet après-midi, Isabelle avec Geneviève vont faire une annonce importante là, de mesures qu'on va mettre en place. Donc, je termine en revenant sur la pandémie. Je prends une image de Christian qui m'a suggéré. C'est comme un marathon. Vous savez, ceux qui ont déjà essayé le marathon, c'est pas les premiers kilomètres qui sont difficiles, c'est les derniers kilomètres. Puis là, bien, ça fait 9 mois que les Québécois font des efforts, mais les plus difficiles, ça va être les 3-4 prochains mois. Donc, il faut continuer les efforts, pas se décourager, se dire que le vaccin s'en vient, puis on veut être le plus possible à la ligne d'arrivée. Donc, soyons prudents, puis prenons soin les uns des autres. Merci.